Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie. Première question pour que tout le monde fasse connaissance avec toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Adeline Fernandez, j'ai 47 ans et je suis Zeki Coach et j'habite à Pau. Et voilà. Donc, ça, c'était la présentation synthétique, on va dire. Si on rentre un petit peu plus dans les détails, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel et ce qui t'a amené à exercer cette activité aujourd'hui? Oui, avec grand plaisir, je vais partager. Donc, mon premier métier, je suis consultante en ressources humaines, consultante en recrutement depuis plus de 20 ans. Et je suis cavalière et je monte à cheval depuis que j'ai 5 ans. Donc en fait, on va dire que ma connaissance des hommes et des organisations et ma passion pour les chevaux, tout ça, ça fait sens dans mon métier d'équicoach. Mais l'équicoaching, qu'est-ce que c'est, tu vas me dire? Exactement. En fait, c'est un accompagnement assisté par le cheval. Donc plus précisément, en fait, le cheval est un formidable accélérateur de prise de conscience. Et j'accompagne les individus, les organisations, les équipes à venir mesurer l'impact de leur comportement sur les autres sous l'œil du cheval. Et alors, comment tu en es arrivé à joindre tes deux activités, Oui. dont une de tes passions? Oui. Dans ton activité, comment ça t'est venu, cette idée de créer, de proposer ces prestations d'équicoach? Oui, surtout que c'est vrai, c'est pas encore très connu. Ça reste confidentiel comme approche. Pour autant, on va remonter au Covid où tout d'un coup, j'étais consultante spécialisée dans les énergies, je faisais partir des consultants partout dans le monde et tout s'est arrêté, les frontières se sont fermées. Donc je faisais l'école à la maison le matin, puis l'après-midi, j'avais des copains qui avaient des chevaux ici, là, au Point, et qui m'ont dit, Adeline, c'est toi la plus proche, ça serait bien si c'était toi qui t'en occupais. Et puis une petite jument, là, à travailler, est-ce que tu pourrais t'en occuper? Elle s'appelait Feria. Et donc j'ai travaillé Feria pour lui apprendre son deuxième métier, Feria, c'était une jument de course. Et ça a été extrêmement compliqué. Comme je t'ai dit, j'étais cavalière, j'étais persuadée que je savais monter à cheval, je pense que je savais monter à cheval, mais je ne comprenais pas Feria et elle ne me comprenait pas. Il n'y avait pas cette communication fluide entre vous? Visiblement, non. Ça, c'est écrit dans les livres et parfois, ça ne se passe pas comme dans les livres. Et ce que je mesurais bien, en fait, c'est que le problème il venait de moi, c'est que j'étais sans doute pas suffisamment claire. Et ce que j'ai appris avec Feria, en fait, déjà, je savais que je ne savais pas, en fait. Je savais que ce que je recherchais d'elle, c'était pas la bonne chose. Je cherchais à ce qu'elle fasse ce que je voulais. Et en fait, elle faisait ce que je lui demandais. Tu vas dire, en fait, je lui demandais pas forcément de la bonne façon. Et surtout, j'écoutais pas ses questions, j'écoutais pas ses réponses. Et quand tout à coup, non pas tout à coup, quand au fil de l'eau, j'ai compris qu'en prenant le temps de l'écouter, c'est-à-dire de l'observer, qu'en prenant le temps de lui demander de la bonne façon ce que je voulais, et la bonne façon, c'était celle qui lui allait, pas seulement la façon dont moi je voyais les choses, on est arrivé à des très très beaux résultats. Et ça a pris combien de temps? Je veux dire une année, 14, 12, ouais, un an, un petit peu plus d'un an, beaucoup de chutes. C'était compliqué. Et en même temps, face à la confiance qui s'est créée entre elle et moi, qui était vraiment une confiance partagée, on est parti sur des épreuves d'endurance, je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça avec les gens aussi, c'est comme ça aussi dans mon métier, c'est comme ça aussi quand on recrute quelqu'un. Qu'est-ce qui va conditionner l'efficacité opérationnelle? Ça va être de savoir mettre en place un climat de confiance partagée. Il faut que je leur dise de venir parler à Feria. Et je ne savais pas comment le formaliser, comment articuler tout ça. Tu vois, ça paraissait complètement capillotracté, pour le dire. J'ai dit, mais c'est quoi cette idée? Et puis je suis allée chercher un petit peu, me renseigner sur les différentes formations qui existaient. Et j'ai eu la chance, en fait, de trouver Horses and Coaching, qui a été fondé par Guillaume Antoine il y a 20 ans. C'est un organisme de formation spécialisé. Tout à fait, c'est un organisme de formation spécialisé dans l'accompagnement, donc assisté par le cheval. Et je suis partie me former pendant un petit peu plus d'un an. Et puis tout d'un coup, tout faisait sens. Et cette formation, pourquoi cette formation? Parce qu'en fait, elle résonnait en moi particulièrement, l'expérience était directement transformable, j'allais dire, pour la réalité de l'entreprise. Je te parlais de confiance partagée, je te parlais d'efficacité opérationnelle.
pour moi, c'était exactement ce dont j'avais besoin, j'allais dire, mais un besoin qui était presque viscéral. C'était au-delà de mettre la personne au bon endroit au bon moment de sa vie, c'est de faire en sorte que tout se passe bien ensuite et que les gens soient efficaces et qu'on parle de bien travailler ensemble sans mettre le mot d'intelligence collective derrière. Ça t'est apparu comme une sorte d'évidence en fait, et Complètement. que tu parles de ça faisait sens. C'était Oui. ça en fait. Oui. Tout ce que tu avais accumulé comme connaissances Oui. dans ton métier et avec ton expérience de cavalière, Oui. les deux univers finalement se sont rencontrés. Oui. Et tu t'es dit que c'était ça la clé en fait. C'est ça la clé. Tu vois, les Japonais parlent d'ikigai, mais Ouais. c'est un petit peu cette notion-là pour moi, de me dire c'est ça que j'ai envie de faire. On pourrait parler d'un pourquoi, mais ce que j'avais envie de faire, c'est que les gens puissent mesurer l'impact de leur comportement sur les autres. Je le répète, mais c'est tellement important parce que quand tu sais écouter, quand tu sais observer et quand tu te rends compte que finalement, et c'est ce que nous amènent les chevaux, mais 80% de notre communication, elle est non verbale, c'est un super éclairage que d'aller rencontrer Carlos, Paloma ou Asada. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur le fonctionnement des chevaux et sur les qualités et toutes les émotions qui nous permettent de mettre en valeur, ou du moins qui sont une évidence quand on fait les accompagnements avec les chevaux? Alors déjà, pourquoi les chevaux? Ça aurait pu être les vaches, les éléphants, voilà. Mais pourquoi les chevaux? Les chevaux, comme nous, sont des mammifères, d'accord? Les chevaux dans la nature sont des proies. Ils vivent en troupeau et ils ont un fonctionnement spécifique, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec une notion d'autorité pour et de prépondérance. C'est beaucoup moins énergivore, on va dire, que des prédateurs. Je prends l'exemple de la meute, de la meute de chiens que tu as pu voir là-bas, avec un mâle alpha. C'est complètement différent avec les chevaux, puisque c'est celui qui a l'autorité pour qui va naturellement prendre le leadership. Donc, on dit que dans un troupeau, c'est souvent la plus vieille jument, la jument la plus expérimentée, qui va prendre le lead. Et tu as pu le voir tout à l'heure. Et à quelques signaux clairement lus par les autres, on va dire, chacun des membres du troupeau reconnaît l'autorité que l'autre a. Mais ça pourrait être celui qui a la meilleure vue, de fait, a l'autorité pour dire « j'ai vu arriver le tigre du Bengale », la meilleure oui, etc., etc. Donc cette notion de leadership qui est transformable finalement, c'est celui qui a l'autorité pour, qui fait foi et que les autres ont envie de suivre. On a 5 émotions en commun: la peur, la tristesse, la joie, la colère, la surprise. Elles sont identifiées, ces émotions? Elles sont clairement identifiées. Oui, elles sont clairement identifiées. Avec des marqueurs? Avec des marqueurs. Mais au-delà de ça, c'est déjà que face au cheval, tout d'un coup, tu vas les vivre et tu vas les conscientiser. Et ce qui se passe dans l'expérience avec le cheval, c'est qu'en fait, quand je reçois quelqu'un en solo ou quand je reçois une équipe, je leur explique comment fonctionne un cheval et ils vont toucher du doigt en fait que créer une relation de confiance partagée avec les chevaux, ça conditionne l'efficacité. 3 petits points, bon entendeur, salut. Ne serait-ce qu'avec les chevaux, je ne sais pas. Et donc, évidemment, pour ça, ce n'est pas une histoire de donner des trucs et astuces. On n'est pas dans de la mécanisation. Mes chevaux obéissent très bien aux injonctions, au pas, au trot, au galop. Ça n'est absolument pas le but. Le but, c'est vraiment que tu vas mesurer le poids de la communication non verbale. Et tu vas le voir immédiatement, tu vas en avoir la preuve directe. Alors, en fait, moi, je vais regarder le comportement des chevaux et je vais te prêter mes lunettes, en fait, pour apprendre à ce qu'on appelle à repérer les observables de la décontraction. Je te l'ai dit tout à l'heure, avec un cheval, pour avoir l'autorité à défaut de l'autorité sûre, tu as un certain nombre de savoir-faire à mettre en œuvre, qui vont être le mettre en mouvement, lui donner sa place, prendre ta place, c'est-à-dire avoir une certaine distance avec le cheval, avoir un impact sur sa direction ou sur son allure. Et tu vas me dire, oui, ok, mais quand est-ce que je sais qu'il le fait? Et donc, je vais te donner les observables de la décontraction, ce qui vont faire que pas à pas et au fur et à mesure de vos échanges, tu vas avoir les lunettes, j'allais dire, pour savoir ce que te dit le cheval. Tu vas savoir dire, tiens, là, le cheval, il me pose une question. Il s'arrête, il tourne les oreilles vers moi. Et c'est pas qu'il a quelque chose contre moi, c'est qu'il me pose une question. Et donc, du coup,
tu vas reformuler. En fait, tu donnes une grille de lecture Oui. avec ton regard, tes Oui. lunettes, comme Oui. tu dis, et tu expliques en fait aux gens que tu accompagnes en fait les signaux et comment les décrypter ou du moins comment changer leur façon de fonctionner. Alors non, parce que c'est pas moi qui vais leur dire comment changer leur façon de Ils vont fonctionner. le faire d'eux-mêmes en fait. Oui, c'est en ça que c'est de l'accompagnement assisté par le cheval. Je n'arrive pas avec des solutions toutes faites. C'est un peu du test and learn, si tu veux. C'est pas dire essaie, essaie, essaie. Et ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est que tu vas pouvoir à certains moments donnés t'agacer en disant mais le cheval, il fait pas ce que je veux. Je te répondrai simplement, il fait ce que tu lui demandes. Donc, charge à toi d'essayer différentes façons, en fait, d'arriver j'allais dire, à ce que tu veux lui faire faire, le mettre en mouvement. Et je te parlais d'un certain nombre de savoir-faire à mettre en œuvre, mais le cheval, il va avoir des attentes sur un certain nombre de savoir-être. Et ça va être très intéressant là-dessus, puisque le cheval, il va te demander d'être à l'écoute. Tu vas dire, il ne parle pas, je ne sais pas. Donc, d'observer à l'écoute de ces signaux faibles. Il va te demander d'être, comment dire, de bien prendre conscience de la nécessité de ton assertivité, c'est-à-dire de la nécessité d'aller jusqu'au bout de ta demande. Je te disais tout à l'heure que le cheval te demande d'être congruent. Tu ne peux pas dire je te demande, mais je ne te demande pas, je te demande. D'être en phase en fait. Complètement, d'être en phase. Et cette notion d'assertivité, on n'est pas dans l'autoritarisme, mais tu dois pouvoir à tout moment le rassurer pour qu'il se dise, si elle me demande ça, c'est qu'elle a l'autorité pour le faire. Rechercher l'adhésion et non pas la soumission. Une histoire d'alignement entre, ça peut être ça. Entre ce qu'on voudrait et son état d'esprit du moment. Je ne sais pas si c'est tout à fait ça. Ça peut être ça. L'idée, c'est que tout d'un coup, on réalise l'importance d'être dans l'ici et maintenant. Dans l'instant présent. Et on l'oublie bien trop souvent. C'est-à-dire que je parlais pour moi, mais dans nos réunions, combien de fois, en fait, tu es en train j'allais dire, de partager des choses avec ton équipe, mais tu penses aux clients que tu vas aller voir après, et tu penses à ce que tu avais à faire avant, et en plus, on n'est pas dans l'ici et maintenant, on ne sait pas le faire. Et le cheval, instantanément, il va te dire que si tu n'es pas dans l'ici et maintenant avec lui, il n'y a rien qui va se passer. Ça oblige à repenser beaucoup de choses différemment, ou du moins à se poser des questions, ce genre d'expérience, parce que tu parles de l'instant présent. Tu dis la plupart d'entre nous, on n'y est pas, ce qui est une réalité au quotidien. Les gens que tu accompagnes, ils sont surpris de ce qu'ils vivent alors sur l'instant et aussi a posteriori. Je vois que tu parles en connaissance de cause. Tu as eu quelques échos de gens qui ont vécu cette expérience. Alors, ce qui est très impressionnant, en fait, c'est la fulgurance de la prise de conscience qu'on fait avec les chevaux. Ce qui est très impressionnant aussi, c'est que on peut être bouleversifié par plein d'émotions contradictoires qu'on n'a pas l'habitude de voir arriver. Et l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que tu es dans un terrain inconnu. Tu vas me dire, non, mais c'est pas moi dans la vraie vie parce que je connais pas les chevaux. Bien sûr. Oui, mais comment tu fais dans la vraie vie quand tu es en situation d'incertitude, quand tu es en situation où tu dois t'adapter, où tu dois être agile, où tu dois être autonome C'est exactement la même situation. Donc, les gens réalisent d'eux-mêmes, en fait, que finalement, ce qui est mis en lumière, et il y a plein de talents, d'aptitudes, de compétences et de savoir-être qui sont mis en lumière par les chevaux, et tout ce qui est axe de développement, j'allais dire, finalement, c'est la personne face au cheval qui, de lui-même ou d'elle-même, si tu veux, va dire « Ouais, ok, ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, ça. » Ça met face à certaines choses qu'on n'avait pas conscientisées ou qu'on avait mis de côté. Exactement, ou qu'on a mis de côté, ou qu'on n'a pas conscientisé, ou qu'on a conscientisé, mais tout d'un coup, tu peux mesurer que, je te disais tout à l'heure, je sais que je ne sais pas, c'est déjà une super base de travail, quoi. Si le cheval te renvoie qu'il peut être intéressant d'être un peu plus... par exemple, je te parlais donc d'écoute, je te parlais d'assertivité, mais la notion de laisser faire, par exemple. Tu vois, si tu demandes quelque chose au cheval, l'idée, c'est qu'une fois que tu as demandé et qu'il fait, tu cesses de demander. Parce que si tu continues, je te montrerai avec Paloma, mais de l'enquiquiner à lui dire « je te demande ça, tu dis « mais oui, tu m'as demandé de marcher, je marche, qu'est-ce que tu veux de plus ?» Ça peut questionner sur cette capacité à laisser faire. Une sorte de lâcher prise.
Ah, ça, c'est encore autre chose. Lâcher prise, laisser faire, c'est les autres. Lâcher prise, c'est soi. Et tu as tout à fait raison. Exactement, tu as tout à fait raison. C'est j'allais dire, un autre des savoir-être qui est mis en lumière par les chevaux. En plus de la temporalité, par exemple, savoir agir au bon moment. Ça touche à beaucoup de domaines et à beaucoup de... je ne sais pas comment on peut les qualifier, de savoir-être, oui, c'est ça? Oui, tout à fait. On dira des soft skills dans le jargon RH, tu vois, mais on va parler de compétences socio-relationnelles, si tu le veux bien. On va, même sans rentrer, j'allais dire, dans le vocabulaire ressources humaines ou de l'entreprise, puisque j'accompagne aussi des personnes qui ne viennent pas spécialement avec une problématique professionnelle, mais juste, par exemple, ben voilà, je ne suis pas certaine d'avoir la bonne posture aujourd'hui avec mes enfants, par exemple. Ah ben, c'est intéressant. On va aller demander à Carlos. Voilà. Donc tu peux... Alors loin de moi l'idée ne parlons pas d'anthropomorphisme. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se passe avec les chevaux se passe avec les hommes et vice-versa. Mais dans tous les cas, ça fait 55 millions d'années qu'ils sont sur Terre. D'accord ? La durée de vie moyenne d'une espèce mammifère, c'est 2 millions d'années. Donc ils ont peut-être des trucs... Des capacités des trucs à nous transmettre. Tu sais, les chevaux, ils nous ont... ils nous accompagnent quand même depuis un bon bout de temps. Avec eux, on a découvert des pays, avec eux, on a fait la guerre, avec eux, on a moissonné, on a retourné la terre. Et ben, peut-être qu'ils nous amènent sur d'autres chemins aujourd'hui, et puis peut-être qu'ils nous amènent à réfléchir, à raisonner en collectif plutôt qu'en individuel. Tu parlais des chevaux, mais pour certaines personnes, les chevaux, c'est intimidant. Oui, oui, tu as 500 kilos pour certains, là. Moi, la première, tout à l'heure, quand tu m'as fait faire la visite, j'étais pas forcément très à l'aise ou dans mon élément. Oui. Les gens que tu accompagnes, souvent, sont pas forcément à l'aise avec... Ça arrive. Ouais. Ça arrive parfois. Il n'y a pas de profil type qui vient qui se rencontrer les chevaux pour une séance d'accompagnement sous leur regard, tu vois. J'ai des cavaliers, mais ça n'est pas pour les cavaliers, puisque on travaille en liberté avec le cheval. Hein, tu es vraiment dans une expérimentation. T'es pas, à aucun moment, si tu veux ne pas le toucher, tu ne le touches pas. D'accord. Ça, c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas reprécisé, mais ça se passe dans un... Tu peux expliquer d'ailleurs tout à fait. Ça se passe dans un espace sécurisé de 20 mètres sur 20 mètres. Et l'idée, c'est que le cheval est en liberté, que tu n'as pas d'outils de coercition. En fait, que tu n'as rien d'autre que toi pour interagir avec lui. D'accord. Et on n'est pas dans de la câlinothérapie. Hein. Tu peux avoir envie et besoin de lui faire un câlin, mais ce n'est pas leur besoin. Ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Et oui, même les gens qui ont peur, par exemple, on peut d'ores et déjà commencer à travailler sur conscientiser que souvent on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, du coup, j'explique le mode de comportement des chevaux, j'explique là c'est la tête, là c'est la queue, là c'est les sabots, plaisanterie mise à part, j'explique leur fonctionnement. Ouais. Et du coup, quand tu comprends, et puis après, c'est une autre approche qui est un peu plus spécifique sur les gens qui ont peur, parce que le but n'est pas d'aller mettre les gens en difficulté, mais c'est de conscientiser que, en fait, là, je sors de ma zone de confort. Mais tant qu'on n'est pas sur de la phobie, c'est tout à fait faisable. Et souvent, mes meilleurs ambassadeurs, j'allais dire, sont vraiment des personnes qui avaient au départ peur des chevaux pour X raisons et qui finalement se sont rendus compte que le cheval, il était un miroir plutôt grossissant mais pas déformant de ce qu'on était et qui nous regardait toujours avec une extrême bienveillance. Il ne te regarde pas en fonction du nombre de galons que tu as, de ta cravate, mais il te regarde tel que tu es. Et pour une fois, tu vas être jugé sur ton être plutôt que ton faire, tu vois. Et ce n'est pas un jugement, comment dire, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Les gens qui repartent après avoir rencontré les chevaux, ils se disent « Ah bah oui, mais en fait, je sais faire ça. Je l'ai vu, j'étais en capacité de faire ça. » Ça peut être déstabilisant un petit peu au départ, j'imagine, parce qu'on se retrouve, comme tu le disais, pour certaines personnes, en dehors de sa zone de confort. Oui.
on se sent un peu nu parce qu'on ne peut pas se rattraper à plein d'autres choses qui, dans les situations quotidiennes, notamment dans le monde du travail, nous permettent de nous en sortir ou de faire évoluer. Tu t'y attendais, toi, au Covid, quand il est arrivé? Non. Non, mais on a plein de choses dans notre quotidien où, en fait, tu vas capitaliser sur quoi? Sur ta capacité d'adaptation, tu vas capitaliser sur tes compétences, tu vas capitaliser sur ton aptitude à faire comme ci, comme ça, sur ton autonomie sur tel ou tel sujet, ou simplement aussi sur ta capacité à les savoir demander, par exemple. Ouais. Et c'est vrai que là, du coup, face au cheval, on ne peut pas tricher. C'est ce que tu disais aussi. Toi, tu les surnommes les médiateurs, comment tu les surnommes en fait les chevaux? Enfin, est-ce qu'il faut les nommer d'ailleurs, mais c'est des partenaires Ah oui, moi c'est vraiment mes partenaires. Je les appelle les coachs à crinière, les coachs à quatre sabots. Les coachs, quand voilà. Même. Mais oui, les coachs, souvent, enfin, j'ai une petite plaisanterie qui dit si vous voulez prendre rendez-vous, je gère leur agenda parce qu'ils n'ont pas encore Outlook, mais c'est eux qui travaillent. Moi, je fais rien en fait, puisque moi, je vais lire par leur comportement et traduire quelles sont leurs questions et ce qui peut se passer. Et puis après, c'est toi qui as le choix, en fait, de continuer d'agir comme tu le fais ou de te donner d'autres moyens d'accéder à ta demande. Tu es toujours surprise quand tu accompagnes les formations, toujours. De voir à la fois les réactions des gens que tu accompagnes, mais aussi de voir le comportement des chevaux? Oui, parce que ce qui est incroyable, c'est que quand je travaille ici, tu vois, là, je travaille avec des chevaux que je connais, par exemple. Mais dans l'absolu, je peux travailler avec n'importe quel cheval. D'accord. Mais ce qui me touche particulièrement quand je suis ici avec ces chevaux-là, c'est que parfois, j'ai tendance à dire ah oui, mais cette jument, elle est comme ça, celle-là, elle est comme ça. Et en fait, je me rends compte qu'ils sont, ils vont pas se comporter avec toi comme avec quelqu'un d'autre, puisque tout ce qui va dépendre, ça va être la façon dont, ici et maintenant, tu vas être une personne ressource pour eux. Donc c'est toujours épatant de voir que quand on est dans la justesse de la posture, quand on est dans la juste autorité, j'en parlerai plus tard, c'est important, parce que l'autorité, c'est souvent un gros mot, mais avec les chevaux, c'est vraiment ça, c'est faire autorité. Derrière la notion de faire autorité, c'est s'assurer de leur dire que tu es une personne ressource. C'est les rassurer. C'est un peu ça. Quelque part, leur donner confiance. Oui, c'est complètement ça. L'idée, c'est de travailler avec les chevaux sur cette fameuse confiance qui est un préalable juste indispensable à toute volonté de travailler ensemble. Si tu n'as pas confiance en tes collaborateurs, s'ils n'ont pas confiance en toi, ou si tu attends qu'ils fassent avant d'avoir confiance, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'abord de la qualité des liens relationnels, si tu veux, que vient la performance. Là, tu abordes un petit peu toutes les notions que toi, tu peux travailler quand tu as des demandes. Donc, tu disais tout à l'heure que tu travailles aussi bien pour des personnes individuelles qui ont des demandes spécifiques que pour des entreprises. Oui. Il y a des thèmes un peu de prédilection ou qui reviennent régulièrement Alors, je fonctionne à chaque fois avec l'établissement d'une demande, que ce soit de l'individu ou de l'organisation, en fonction de ce qui se passe dans leur vie, finalement. Et là, les derniers sujets que j'ai pu travailler, ça a été sur la qualité relationnelle, ça peut être sur savoir prendre ma place, ça peut être sur mon assertivité, ça peut être sur autorité pour, autorité sur, management transversal, par exemple. C'est compliqué, le management transversal. Ça peut être l'agilité, s'adapter au changement, la gestion des conflits aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit et comment on peut le gérer différemment? On va parler intelligence collective aussi quand on est sur de l'accompagnement d'équipe. Donc ça peut être plein de sujets. Plein de thématiques différentes. Complètement. Et que tu travailles sur quel format, en fait, quand tu accompagnes les structures Alors, j'ai différents formats. Sur de l'accompagnement individuel, on compte 2 heures, en fait. Donc, on va dire une demi-heure, 40 minutes pour faire connaissance et parfois faire émerger la demande, parce qu'elle est pas forcément
ou conscientisés ou faciles à exprimer, et puis ensuite des interactions avec les chevaux. Et l'idée ensuite, c'est de repartir avec qu'est-ce que le cheval m'a dit, et maintenant qu'est-ce que je vais faire, quel va être le premier petit pas le plus pertinent possible que je puisse faire. Donc ça, c'est pour l'accompagnement individuel. Pour l'accompagnement des entreprises, des équipes, j'ai 2 formats. J'ai une format sur une journée, et j'ai un format que je privilégie, qui est un format sur une journée et demie. C'est-à-dire qu'on va passer une journée ensemble, ici, les pieds dans le manège avec les chevaux. Et tu soulevais tout à l'heure que les gens que tu avais rencontrés avaient parfois du mal à verbaliser ce qu'ils avaient vécu pendant les 72 heures. Et donc l'idée, c'est de laisser décanter tout ça, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, on va parler jargon RH et formation, mais dans ce que je propose, en fait, il y a différents blocs de compétences, si tu veux, qui sont, je ne vais pas dire évalués, mis à l'épreuve, mais qui sont touchés du doigt. Et quand on se revoit 15 jours après, puisque c'est la formule que je privilégie, je vais aller passer une demi-journée dans l'entreprise pour dire où est-ce que vous en êtes ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement. Qu'est-ce qui a été facile à mettre en œuvre ? Qu'est-ce qui a été plus compliqué ? Et là, s'en suivent en général des interactions fantastiques de « Ah bah tiens, la dernière fois que je me suis retrouvée avec un tel, j'ai pensé à Carlos. » mais là, j'avais Paloma en face de moi. Et donc, derrière ce jargon commun basé sur un expérientiel qui a été vécu par tous, on vient travailler beaucoup plus dans le détail, en fait, sur les concepts qui sont finalement plus qu'ancrés et expérimentés avec les chevaux. Et c'est même plus des concepts, c'est des compétences. On parle de compétences. Savoir prendre sa place, savoir avoir un impact sur les autres, savoir écouter, savoir reformuler, etc., savoir donner le bon rythme, agir au bon moment. C'est vrai que c'est la réalité de l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est le quotidien d'une entreprise, qu'elle soit de petite taille ou que la structure soit plus importante d'ailleurs. Tout type de structure, effectivement. Ça peut être de la très grosse entreprise à l'entreprise locale. Et alors, comment les gens viennent à toi ? Parce que tu disais tout à l'heure que l'Equi-Coaching, c'était pas encore assez connu. C'est les gens, en fait, c'est le bouche à oreille et l'expérience qui font que c'est recommandé ? Oui, en fait, je me rends compte que oui, majoritairement. Parce que du fait de mon premier métier, oui, bien sûr, je suis sur LinkedIn, oui, bien sûr, il y a un site internet, oui, bien sûr, il y a... Mais au final, je me rends compte que ce qui fonctionne le mieux, c'est le retour d'expérience, en fait. Alors, j'imagine que ça ne suffira pas pour que je continue à faire ça pendant les 30 prochaines années, mais sincèrement, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus transformé, on va dire. Et alors, je me rends compte qu'on a oublié de parler d'une chose importante, les chevaux qui t'accompagnent. On aurait peut-être dû commencer par là, finalement, parce que tu as cité rapidement leur nom. C'est eux qui t'accompagnent au quotidien sur cette mission. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Alors, je vais te parler des chevaux avec qui je travaille régulièrement, mais je tiens à le préciser, ça peut être n'importe quel cheval. C'est-à-dire que j'ai fait il y a quelques temps de ça une intervention sur Paris, dans un haras, avec des chevaux que je connaissais pas dedans, voilà, que je n'avais jamais rencontrés. Mais peu importe, puisque on va dire que le peuple des chevaux parle le même langage. En fait, ta formation et ta connaissance du milieu font que tu peux t'adapter toi aussi avec n'importe quel type de cheval que tu n'as jamais monté ou que tu n'as jamais connu auparavant. Et j'allais rajouter, toi pareil. Toi pareil, comme quand tu arrives, tu prends en charge une nouvelle équipe et tu connais pas Martine, Samantha et Patricia, et pour autant tu vas devoir t'adapter. Pareil avec les chevaux. Le tout, c'est de savoir parler leur langage et savoir les écouter. Mais comme avec ta nouvelle équipe. Et alors, sur ton équipe actuelle, avec qui tu travailles ici Alors ici, j'ai la chance d'avoir des chevaux avec des parcours très diversifiés. On a un trotteur réformé des courses. On a une jument hispano-arabe qui arrive du sud de l'Andalousie. Et on a la magnifique petite Wassada, qui est une pure sang arabe. Mais j'interviens aussi avec les écuries de Nicolas Huy, à Saint-Laurent-Bretagne, sur le domaine de Serres. Avec une affection particulière pour Cupidon. Et n'importe
une fois de plus, n'importe quel cheval. Tous sont mes partenaires, tous avec leur personnalité, tous avec leur humeur du moment aussi, tu vois. Donc peu importe. Évidemment, j'ai une affinité particulière avec ce lieu, mais ça peut être partout. Et alors ce lieu, pour faire la transition, on n'en a pas parlé. On est ici dans les locaux de PoHunt. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors ce lieu, c'est un lieu à part, c'est un lieu extraordinaire. C'est une association qui est née en 1840, on va dire souvenir du passage des Anglais, retour de Wellington, qui se sont dit que finalement ça ressemblait un peu à leur douce Angleterre et que pour garder les chevaux et les hommes en forme, ils allaient faire comme chez eux, c'est-à-dire qu'ils allaient chasser au renard et pratiquer le drag. Alors, qu'est-ce que c'est que le drag en fait ? C'est un tracé, donc c'est une odeur de gibier, donc qui est tracée sur un parcours de 2 heures à travers champs. Les chiens vont suivre ce leur olfactif, d'accord ? Et les cavaliers vont suivre les chiens. C'est-à-dire que c'est finalement quelque chose qui va nous amener à crapahuter pendant 2 heures, à sauter fossés et talus. Des obstacles. C'est exactement, c'est des obstacles naturels sur la campagne donc, du Nord-Béarn. Ça se passe quand le maïs est coupé, donc de novembre à février. Et c'est extrêmement sportif et convivial. Alors oui, on est en tenue, c'est de la petite vénerie, donc c'est les tenues que tu peux voir ici avec des vestes en laine, avec un certain protocole. Le cérémonial un peu on peut parler d'un cérémonial, tout à fait. Et puis on est vraiment, nous, dans la volonté de sauvegarder, une fois de plus, ce que les Anglais ont amené à Pau. Le patrimoine, tu le sais, entre le golf golf et le... oui, là, on est encore sur de la sauvegarde du patrimoine. Nous sommes les seuls à pratiquer le drag en France, ici, parfaitement. D'accord. Et nous avons fait la demande avec l'Université de Pau pour classer le drag en patrimoine immatériel du Béarn. D'accord. Comme la course de vache landaise, par exemple. Tout à fait. Vois. Donc, on s'attache à communiquer de plus en plus sur ce que l'on fait, la façon dont on le fait. À l'occasion des journées portes ouvertes, à l'occasion des journées du patrimoine. Des journées du patrimoine, tout à fait, tu as raison. Et de différents moments. Et puis du coup, c'est vrai que de faire venir les gens ici, ça contribue à faire découvrir le lieu et à tenter de le maintenir en état et de le faire vivre et traverser les années en disant que c'est peut-être une autre raison d'être. Voilà. Tout à l'heure, quand tu m'as fait visiter, c'est vrai que tu as dit que c'était un peu comme une bulle hors du temps et que ça favorisait aussi l'expérience des gens que tu accompagnes. Pas le lâcher prise, puisqu'on disait que c'était l'étape d'après, mais du moins de se sentir libéré d'un peu de pression, parce qu'on est aux portes de Pau, dans la zone de Berlane. Tout à fait. Mais on a l'impression d'être loin. Ailleurs. Voilà. Mais oui, on a l'impression d'être... Alors, au départ, je croyais que c'était que moi. Je suis la seule hurluberlue à trouver cet endroit magique. Et en fait, à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, les gens, une fois franchi le portail, se disent mais où est-ce qu'on est ? Mais c'est magique, c'est curieux. Et on en vient à oublier le bruit de l'autoroute à côté, le bruit des hélicos qui passent au-dessus. Et pour moi, c'est précieux de pouvoir proposer ces moments-là, ces moments de bulle, ces moments suspendus. Oui, de savoir s'arrêter dans le simple plaisir d'exister aussi, tu vois. Mais c'est vrai que ça, du coup, quand tu fais les formations, c'est un moment suspendu, c'est ça, un moment hors du temps. Et ce que tu disais, le fait de revoir les gens aussi quelques jours ou quelques semaines après cette bulle un peu suspendue, ça doit aussi créer des choses. Enfin, ça doit. Alors, dans tous les cas, ça répond à mon besoin premier qui est de créer du lien. Voilà, tu me demandais pourquoi je fais ce métier, parce que j'aime ça, j'aime le lien, j'aime être connectée aux gens. Et tu parlais tout à l'heure du temps, c'est intéressant d'en parler parce que, tu vois, par exemple, ici, on touche du doigt que les chevaux, ils ne sont pas dans le même rapport temps que nous. Nous, les humains, on est dans le chronos, le temps qui passe, quelle heure il est, etc., etc. Les chevaux, ils sont dans un autre système de temps qui serait comparé au kéros. Le kéros, c'est le temps nécessaire à. Pour faire quelque chose. Exactement. Le temps nécessaire à, c'est pas 10 minutes, 15 minutes. Peut-être, tu le vois, toi, quand tu discutes avec les gens, des fois ça dure une demi-heure, des fois ça dure une heure. C'est exactement la même chose avec les chevaux. Si tu essaies de parler à Carlos en lui disant « on a 20 minutes », il va te regarder, il va te dire « non, on va prendre le temps nécessaire à ». Et tout d'un coup, quand tu touches du doigt que ce temps-là donc nécessaire à la construction d'une relation de confiance partagée, il est
il est incompressible. On ne décrète pas qu'on va se faire confiance en 25 minutes. Et là, tu le touches du doigt ici. Et donc, du coup, le fait de laisser décanter ça, laisser infuser ça, et de se revoir 15 jours, 3 semaines après, ça permet de mettre des mots et de transformer ça en efficacité opérationnelle. Puisque le but n'est pas de te couper de la réalité, mais c'est de t'ancrer différemment dans la réalité. Est-ce que tu as des gens qui sont revenus des mois après parce qu'ils avaient besoin de se remettre en contact avec les chevaux, des gens qui étaient éloignés finalement de cet univers-là Oui. Tu as eu ce cas de figure? Oui, et d'ailleurs, pour moi, les exemples les plus touchants seraient des personnes qui sont venues en groupe, donc, donc au départ, j'allais dire, sur une mission entreprise, tu vois, et qui vivent des choses visiblement suffisamment impactantes pour me rappeler, me dire, j'aimerais bien revenir toute seule. Donc la personne revient toute seule. Puis après, elle téléphone ça, c'est j'en ai parlé à quelqu'un et je vous amènerai bien. Et à chaque fois, donc c'est absolument, enfin pour moi c'est fantastique de voir l'impact des chevaux sur les gens. Et je dis souvent que tu vois, les gens croient que je fais de l'équithérapie. Je précise qu'on n'est pas sur de la thérapie. D'accord ? C'est complètement différent. Exactement. Je ne suis pas thérapeute. C'est important de le préciser. Je connais des équithérapeutes et je pourrais, sans souci aucun, si besoin était à un moment donné, tu vois, dire non. Là, c'est plutôt du ressort de la thérapie. Moi, je pars plutôt du principe qu'il n'y a pas besoin d'aller mal pour aller mieux, en gros. Et donc, du coup, rencontrer les chevaux, c'est vraiment tout d'un coup toucher du doigt que voilà, qu'on a plein de talents en nous, qu'on ne les conscientise pas, et que s'il s'agit de faire différemment, il n'y a pas besoin, parfois, il n'y a pas besoin de 10 ans de thérapie pour changer. À t'écouter, ça paraît être une évidence. Et puis, voilà. J'ai souvent l'impression que ce qu'on vit là, ça pourrait s'appeler du bon sens pratique ou du bon sens paysan. Ou ça va être le fait d'avoir les bottes et d'être dans le sable. Tout ce qui se passe, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui le vivent. Ils disent, mais non, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, on prend le temps. Tu vois, on prend le temps de s'arrêter, d'observer. Nous, on est dans le langage, on est dans la projection, et parfois le langage articulé, même si c'est une chance que nous avons, on en oublie tout le reste, tu vois. C'est l'importance d'être à l'écoute de tout ce que dit le corps de l'autre. C'est une sorte de reconnexion. Oui. C'est ça. Oui. De choses. Oui. Tu disais que l'histoire entre l'homme et le cheval était de longue date. Et c'est comme si on avait perdu un petit peu ce lien et que ce qu'on fait et ce que tu fais toi, c'est un peu de la reconnexion et du retour à l'essentiel, peut-être, à notre animalité. Mais c'est chouette de se remettre ça en tête. Que, oui, finalement, ce qui se passe avec les chevaux, c'est peut-être ce qui devrait se passer plus régulièrement avec nous, qu'on apprenne à s'écouter et à prendre le temps nécessaire à rentrer en relation. C'est un beau projet. Si on pouvait tous le mettre en pratique de temps en temps, ou du moins une première fois, et que ça amorce un peu des choses aussi derrière. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Il y a plein de choses évidemment tristes et douloureuses qui se passent, mais il y a plein de jolies choses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence collective. C'est un des sujets abordés avec les chevaux. L'importance et la nécessité et la force de l'intelligence collective. Comment est-ce que tu définirais l'intelligence collective ? C'est quand ensemble on est plus efficace, quand on a pris conscience de la force et du talent de chacun et de la compétence de chacun, et surtout quand on est sur cette notion de confiance partagée pour qu'on reconnaisse à l'autre, son autorité, une fois qu'il nous l'a démontré. Tout ça, c'est très technique, mais très clairement, quand on se retrouve à 5, 6, 10 avec un cheval, et que je demande à ce que le groupe mette en mouvement, ait un impact sur la direction ait un impact sur l'allure, etc., etc. Tu peux vraiment voir, et le cheval va renvoyer en fait la cohérence et la nécessité que chacun soit aligné avec ce qu'il doit faire, mais avec ce qu'il sait faire. Et du coup,
Oh, c'est très abstrait tout ça. Non, c'est pas Mais- abstrait. En fait, c'est faire ressortir le meilleur de chacun, ou du moins les compétences. Finalement, c'est faire ressortir le meilleur de chacun, mais pour le mieux-être de tous. Et je vais aller au-delà du mieux-être. Si on doit revenir sur la réalité de la vie de l'entreprise, tout seul, tu n'arrives à rien, quoi, finalement. Et si tu ne sais pas capitaliser sur les forces de ton entreprise, bah, ça ne sert à rien. Si à un moment donné, on parle des piliers du management, je veux dire, tu n'as pas su donner l'autonomie à tes équipes, donner l'autonomie, ça veut dire bah, leur demander de faire les choses. Et quand ils font les choses, les autoriser à se tromper, les autoriser à recommencer. Si tu n'as pas su leur donner le sens, le sens au sens de la direction vers laquelle tu veux aller, si tu n'as pas été clair et congruent et aligné avec ce pourquoi bah, tu es là aujourd'hui avec eux, et si tu ne sais pas être à l'écoute, et si tu ne sais pas être authentique, et si tu n'arrives nulle part. Alors qu'en fait, une fois que tu as mis en place cette relation de confiance partagée, une fois que tu as mis en place cette autonomie, et derrière le mot autonomie, et tout à l'heure je parlais de laisser faire, je ne parle pas de laisser aller, hein. Attention, Oui, on est complètement vraiment de la clarté en fait, avec les chevaux tu le vois bien en fait, une fois que tu as pris ta place au centre, en prenant ta place tu leur as donné la leur, tu vois, et les choses, dès lors qu'elles sont clairement définies, j'allais dire, peuvent être bien sûr remises en question à tout moment. Ils vont te poser des questions, mais tu touches du doigt cette importance d'être aligné, d'être authentique, d'être congruent, et de miser sur les talents de chacun. Dans ton discours, il y a un mot qui est revenu à plusieurs reprises, c'est le mot authentique. Ah oui. C'est important ce mot pour toi ? Alors, c'est hyper marrant que tu le relèves, parce que pour moi, c'est la clé, en fait. Parce qu'être authentique, j'ai écrit un article là-dessus, il faudra que je te le fasse passer. C'est être authentique ou être vulnérable, c'est pas forcément se mettre en danger. D'accord ? C'est à l'inverse, si je m'autorise à être authentique, je t'autorise à l'être aussi. Et ça ne veut pas dire tout ce que je pense comme n'importe comment, sans filtre, pas du tout. C'est juste être cette notion d'alignement, voilà, tu vois, donc d'être quand je reçois une émotion, quand je la perçois, c'est de savoir la comprendre et quel est le message derrière cette émotion, et du coup savoir te l'exprimer et savoir. Donc oui, cette authenticité, je pense qu'elle est clé dans le fonctionnement d'une équipe. Oui. Ok. On va rentrer dans la dernière partie du podcast qui s'appelle le Sud-Ouest dans le cœur. Oui. Donc tout à l'heure, quand on a discuté, tu as dit que tu étais partie du Béarn pendant quelques années. Oui. Tu y es revenue. Oh oui. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de spécifique dans le Sud-Ouest de façon générale, et plus particulièrement en Béarn, quelque chose qui te lie à ce territoire ? Oui, il y a quelque chose de spécifique. Alors moi, j'ai grandi dans les Landes, j'ai fait mes études à Bordeaux, et je suis arrivée à Pau en 2006, comme je te le disais. Et c'est vrai que ça soit le territoire, les hommes, le dynamisme des entreprises aussi qui constituent ce formidable patrimoine, tu vois, patrimoine historique, culturel. Oui, ok. J'aime tellement le Béarn que tu vois, je te glissais tout à l'heure, on parlait de pourquoi Albé. Oui, c'est vrai je t'ai même pas posé la question, alors que ça aurait dû être un peu aussi... Non, il n'y a pas de ça aurait dû, c'est que Albé, c'était le nom du cheval blanc d'Henri IV. Et finalement, en choisissant ce nom, c'était aussi une façon de m'ancrer, tu vois, en terre béarnaise. Voilà, c'était de cet ordre-là aussi. D'accord. Et toi qui as habité à l'étranger, oui. Au Royaume-Uni, c'est ça ? En Écosse. En Écosse, pardon. Oui. Est-ce qu'il y avait des choses qui te manquaient ? Pour certains, je sais que c'est la vue sur les montagnes, sur les Pyrénées ou l'océan. Il y avait des choses, toi, qui te manquaient quand tu étais un peu loin du Sud-Ouest ? La douceur de la vie béarnaise. Voilà. Et donc, la douceur de la vie béarnaise, j'arrive pas à la résumer parce que ça va passer... Bon, je suis
J'aime la bonne chair, j'aime le bon vin. Mais donc ça va passer par les plaisirs effectivement de la bouche, ça va passer par la beauté des paysages, ça va passer par cette envie de disparaître à un moment donné en haut de la montagne et puis de réapparaître au bord de l'océan. Voilà, c'est cette diversité de paysages qu'offre le Béarn. Et qui fait que tu y es si attaché. Oui, je ne veux plus partir, je veux rester là. Tu as réussi à créer une activité particulière ici. Toi, tu rayonnes sur le Béarn, mais tu essayes de rayonner au niveau régional aussi avec LB Coaching, pardon. Alors, oui, alors je t'avoue que pour le moment, alors j'aime bien cette petite phrase qui dit qu'une étincelle au milieu du désert, c'est un feu d'artifice. J'aimerais bien faire un feu d'artifice ici, j'aimerais bien déjà que faire vivre Albé dans ce territoire béarnais et qu'aujourd'hui, les gens se disent plus, c'est quoi les kikos? Ah ouais, on va aller voir les chevaux pour leur demander leur avis. Et puis, ouais, on va aller voir les chevaux parce que là, on est à un virage et on a envie d'avoir des réponses sur est-ce que ce qu'on fait, on le fait de la bonne manière. Donc pour l'instant, oui, je suis très ancrée dans mon territoire. Ceci étant dit, je suis aisément mobile. Puisque j'ai pas besoin eux, ils restent ici tranquilles, ils sont peinards, ils sont chez eux. Mais à partir du moment où j'ai le site adéquat, voilà, donc j'ai plusieurs partenaires un petit peu partout en France, ce qui font que je peux me déplacer à la demande. D'accord. Mais en tous les cas, on peut te retrouver ici. Ici, à Pau. Ça se passe à Pau. Ouais, ça se passe à Pau, ça se passe au domaine de Serres, ça se passe au Pointe, ça se passe à Saint-Laurent-en-Bretagne, dans les écuries de Nicolas. Et ça peut se passer dans plein d'autres endroits magiques. Et ça, tu verras dans quelques mois. Tu fais du teasing. Dans tous les cas, si les gens veulent en savoir plus sur ton activité, ils peuvent consulter. J'ai un site internet, je suis sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, Albé Eki Coaching. Donc, ils n'hésitent pas à regarder tout ça en détail. Et puis m'appeler, et puis passer ici, et puis venir prendre un café. C'est vrai que merci pour ton accueil, parce que ça a été un vrai plaisir de découvrir ton activité et puis ton parcours de vie. On souhaite bonne continuation à Albé Coaching. Et puis encore, merci à toi. À très bientôt. Merci Adeline, au revoir.